À Mantes-la-Jolie, Aubergenville ou Bréval, BPM, la radio qui vous donne le rythme du Mantois. Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire. Bonjour, bienvenue dans notre émission Les Rendez-vous du Mantois qui, comme chaque vendredi, se déroule en direct pendant 20 minutes en compagnie d'un élu local. Alors aujourd'hui, nous recevons Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. Pierre Bédier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Ce matin, ça va ? Bon, on va toujours mieux le soir que le matin, enfin, en ce qui me concerne, mais ça va très bien. Alors ce matin, nous allons aborder plusieurs thèmes. D'abord, celui des finances du conseil départemental, sur lesquels un certain nombre d'inquiétudes se portent. On verra ensemble l'analyse que vous en faites et surtout quelles solutions vous proposez. Toujours à propos de ces difficultés, nous évoquerons les conséquences sur les projets du conseil départemental, notamment en matière d'éducation. Nous parlerons bien sûr du Mantois et aussi du regard que vous portez sur le canton de Mantes-la-Jolie. Et nous terminerons enfin par les événements de cette année, en particulier les Jeux Olympiques, dont le département des Yvelines accueillera un certain nombre d'épreuves. Alors pour commencer donc en juin de cette année, vous serez à mi-mandat et c'est souvent l'occasion de faire un point sur les actions engagées, les réussites mais aussi les échecs et les projets qui restent à mener. Alors Pierre Bédier, quel est votre bilan d'étape à mi-mandat ? Oui, on n'est pas tout à fait à mi-mandat, d'autant que ce mandat va être rallongé. Donc vous serez obligé de me réinviter pour le mi-mandat, le vrai. Bon, là on est dans une situation budgétaire, vous l'avez indiqué dans votre présentation, absolument catastrophique, qui ne tient pas qu'au seul département des Yvelines et qui ne tient pas qu'à la gestion du département des Yvelines, même si je ne doute pas que certains diront le contraire. Les départements d'Île-de-France, en règle générale, et puis les départements du littoral, côte atlantique ou côte méditerranéenne, ont la caractéristique d'avoir des droits de mutation, qui est la seule fiscalité qui reste au département. Les droits de mutation, c'est ces droits que vous payez quand vous achetez un bien chez le notaire. 4,5% dans les Yvelines, et dans tous les départements d'Île-de-France, on est au taquet. Et tant que le marché de l'immobilier se portait bien, l'argent rentrait. Le marché immobilier s'est effondré comme jamais. C'est une crise qui a pas de précédent en termes de volume et en termes de rapidité. Et de ce fait, comme on nous a enlevé toute autre fiscalité, parce que depuis 15 ans, les grands démiurges gouvernementaux jouent avec la réorganisation territoriale. Sont des gens qui bien souvent n'ont pas été élus locaux et qui après se mêlent de la façon dont il faudrait que soient gérées les communes, les départements et les régions. Et donc, on se trouve dans cette situation où il y a un effondrement de nos recettes. Ce sont des recettes uniques, on ne peut pas aller en chercher ailleurs, et donc nous ne pouvons agir que sur la dépense. Il n'y a aucune possibilité de faire appel à une hausse fiscale provisoire, comme nous l'avions fait il y a déjà 10 ans, quand on avait subi une crise imposée par l'État, qui nous avait retiré 135 millions de dotations. Nous sommes aujourd'hui le département le moins aidé. Et donc, on n'a pas pu trouver d'autres leviers. C'est donc par la dépense, et croyez-moi, c'est rude, qu'on va s'en sortir. Et ça va être d'autant plus rude que dans les dépenses des départements, j'en ai fini parce que c'est un peu compliqué dès le matin de se lancer dans des raisonnements financiers, dès que, dans ces économies, étais-je en train de dire, on a des dépenses obligatoires. Le RSA est obligatoire, l'allocation personne âgée est obligatoire, l'allocation pour les handicapés est obligatoire. On ne peut pas décider soit de ne plus la verser, soit de la baisser. C'est impossible. C'est la loi qui nous impose ça. Et l'État ne nous les rembourse même pas intégralement. Donc on se trouve avec des dépenses contraintes, des recettes en moins. Donc forcément, on fait des économies qui sont pas forcément les plus intelligentes, j'en conviens, mais qui sont obligatoires. Sur les recettes, qu'est-ce qui fait que ce qui était possible il y a une dizaine d'années, vous venez de nous en parler, ne l'est plus aujourd'hui, d'augmenter la fiscalité ? Parce que la taxe foncière n'est plus versée au département. Lorsqu'on a supprimé la taxe d'habitation, il a été décidé, pour compenser cette taxe d'habitation supprimée aux communes, que c'est la taxe foncière du département qui viendrait dans les communes. Et alors on a été généreux avec nous, on nous a dit mais vous on va vous donner un bout de TVA. Alors je m'en réjouissais, parce que la TVA en période d'inflation ça augmente plus. Mais sinon que comme ils ont vu nos grands gouvernants qui font du bonneteau avec la fiscalité locale, comme ils ont vu que la TVA augmentait beaucoup plus, ils ont décidé de plafonner la hausse de la recette de TVA pour qu'on n'en ait pas trop.
Donc on est vraiment dans une situation qui nous est imposée par un pouvoir étatique. Ça va même au-delà du gouvernement, parce que soyons honnêtes, c'est pas ce gouvernement-ci, ils arrivent. C'est pas que ce président de la République, même s'il a des responsabilités lourdes. Ce sont ceux qui se sont précédés, qui ont fait, pour le coup, n'importe quoi. Il n'y a aujourd'hui plus de fiscalité locale. S'il n'y a plus de fiscalité locale, il n'y a plus de capacité à agir localement. C'est la mort de la décentralisation, dont je pense d'ailleurs qu'elle est volontaire. L'administration d'État, l'administration d'État, l'administration centrale n'a jamais supporté que des petits élus locaux fassent la démonstration qu'ils géraient mieux que des grands penseurs sortis des grands corps de l'État. Alors vous essayez pour autant de lutter. Vous avez créé avec les 7 autres présidents des départements franciliens qui entourent Paris l'association des départements d'Île-de-France, l'ADIF pour cet acronyme. Et vous avez écrit au gouvernement en leur disant voilà. Ça ne peut pas durer. On vous demande de remonter les droits de mutation de 4,5 à 5,5 pendant 3 ans. Vous avez une réponse ? Alors, Madame Borne ne nous a jamais répondu. Monsieur Attal va peut-être le faire. Ça lui a pas porté chance. Et donc, on va réécrire à Monsieur Attal en lui disant attention, ça porte pas chance de pas répondre au président de département. Non, au-delà de la plaisanterie, on va attendre que le gouvernement soit fini parce que on n'est pas là pour faire de la politique de caniveau. Mais enfin, on est en train de vivre un moment historique. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de la République des titulaires qui n'existent pas sur des ministères essentiels. Est-ce que vous savez qu'à l'instant où on parle, il n'y a pas de ministre du budget. Il n'y a pas de ministre du budget. Donc c'est un peu compliqué d'écrire à des ministres qui n'existent pas. Pour autant, donc vous aviez écrit, vous pensez réellement que le gouvernement est susceptible de vous entendre là-dessus ? Alors, toujours pareil, un gouvernement, c'est homogène et pas homogène. Nous avons rencontré Christophe Béchu, qui lui est resté, donc on va pas retourner le voir. Il a été président du conseil départemental. Il a mis 3 centièmes de seconde à comprendre ce qui se passait. Mais Christophe Béchu, c'est pas le seul décideur. Donc on est face à cette espèce de machine politico-administrative où ça va forcément prendre du temps. Donc je ne sais pas quelle en sera l'issue. Donc de toute façon, à court terme, et je regrette de dire ça à vos auditeurs, il faut qu'on fasse des économies. On n'a pas le choix. On verra après pour la partie recette. Mais sur la partie recette, c'est tellement aléatoire. Ça ne dépend que de décisions qui ne sont pas à notre niveau. Donc, je suis un peu inquiet, même beaucoup. Je pense que vous l'entendez. Alors finalement, vous rassurez nos auditeurs parce que vous dites on va plutôt agir sur la dépense plutôt que sur les recettes. Les recettes, c'est généralement dans la poche des auditeurs qu'on vient la chercher. Justement, cette idée d'augmenter ces droits de mutation de 1% pendant 3 ans aura pour conséquence inévitable d'augmenter encore plus le prix de l'immobilier dans un marché où les taux augmentent, où ça coûte de plus en plus cher. Et là, c'est justement parce que tout ça augmente trop que les recettes baissent. Je l'entends. La hausse d'impôts, elle est toujours critiquable. Et moi, le premier, j'ai aucune envie que mes impôts augmentent. Je rappelle que la taxe d'habitation a été supprimée. Donc, globalement, la fiscalité locale prend moins dans la poche des Français. Le problème est que l'État ne nous l'a pas compensé. Il fait semblant de nous l'avoir compensé. Donc, vos auditeurs qui veulent pas qu'on augmente leurs impôts locaux, qui sont donc contents qu'ils aient baissé, veulent quand même qu'on maintienne leurs services. Service de ramassage d'ordures, le service éducation. On parlera sans doute tout à l'heure des collèges. Ils ont envie que leurs enfants aillent dans des collèges propres, réhabilités, voire neufs. Donc, tout ça ne se fait pas comme par miracle. Alors, sur l'affaire de la hausse de la fiscalité, d'un point que nous demandons provisoirement pour 3 ans, sur les droits de mutation. Le marché immobilier s'effondre et en s'effondrant, il y a une baisse du marché immobilier. Donc, une baisse de la valeur des biens. Cette baisse de la valeur des biens est de plus de 2 points. Donc, ce que nous disons, c'est que si on nous donne 1 point, la baisse sera moindre, mais on ne contrariera pas la baisse. Donc, que vos auditeurs se rassurent, si le gouvernement devait donner droit à cette demande, qui permettra par ailleurs de faire des dépenses utiles pour les habitants, ça n'aurait pas un effet contrariant pour leur projet immobilier, puisqu'il y aurait quand même une baisse du marché immobilier.
Donc à suivre. Enfin, une baisse de la valeur des biens sur le marché immobilier. À suivre. Donc, alors début janvier, vous avez en tant que président du département des Yvelines écrit à l'ensemble des maires yvelinois pour les informer que le conseil départemental ne pourra plus subventionner, conséquence, cette année à la même hauteur que précédemment les projets portés par les municipalités. Alors, cette baisse sera-t-elle proportionnellement identique pour chaque municipalité? On en entend ici ou là qui s'imaginent déjà être peut-être plus impactés que d'autres. Est-ce que ce sera déjà une réalité d'être plus impacté pour certains? Alors, d'abord, seront un peu plus impactées les grandes communes. Les tout petites communes, les communes de moins de 2000 habitants, qui n'ont quasiment pas de moyens propres, on ne va pas les rendre encore plus malheureux. Donc Mantes-la-Jolie sera plus impacté que Limay, par exemple? Non, Limay, à ma connaissance, Limay n'a pas moins de 2000 habitants. Ah, pardon. Mais vous avez Fontenay-Mauvoisin sera pas impacté. Limay, Mantes-la-Jolie seront impactés. Alors, ce qu'on essaye de faire... puisque vous prenez Limay et Mantes-la-Jolie, allez, restons sur ces exemples. Le département subventionne ce qu'on appelle le renouvellement urbain, la politique de la ville, dans les quartiers populaires, plus que l'État. Nous sommes le seul département de France à faire ça, le seul. Donc nous avons décidé de ramener cette dépense au même niveau que l'État. Donc certes, c'est une baisse, mais c'est une baisse relative puisqu'on donne quand même plus que dans les autres départements. Donc vous allez continuer, typiquement pour Mantes-la-Jolie, à participer à la réhabilitation du quartier du Val-Fouré. Alors, dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, comme à Limay, pas à Mantes-la-Ville, parce que Mantes-la-Ville, il y a un bon maire, ils ont donc fini. On en parlera des comme maires. au Mureau, comme à Poissy, enfin partout où il y a de la politique de la ville. Nous financerons les réhabilitations, donc c'est-à-dire que nous financerons les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent rénover leur logement. Nous financerons les équipements publics scolaires parce que nous considérons que la scolarité, l'éducation est la clé dans ces quartiers pour permettre aux gosses de reprendre l'ascenseur social. On va en parler des collèges, oui. Nous ne financerons plus ce qu'on appelle les espaces publics, donc les rues, les routes, où nous considérons que les communes ont quand même des ressources et quelquefois elles ont des intercommunalités dont c'est la compétence qui peuvent financer cela. Donc vous voyez que on ne supprime pas tout. On baisse, mais cette baisse, encore une fois, n'empêche pas que la dépense est supérieure à celle de tous les autres départements. Je dis bien tous. Il n'y a pas un département en France, que ce soit en Île-de-France ou en France, ou en Outre-mer, qui subventionne autant que le département des Yvelines. Et toutes les communes sont traitées à égalité. Après, toutes les communes ne sont pas bien gérées. Et donc, toutes les communes ne présentent pas des bons dossiers. Mais ça, on va pas aussi leur tenir le crayon. Ça, c'est propre, c'est au cas par cas. Alors, donc, les conséquences de la baisse du budget départemental, donc vous venez de le dire, viendront impacter l'ensemble des compétences du département. Et il y en a une qui concerne l'avenir de nos jeunes, les collèges. Alors, il y avait ce plan collège qui prévoyait, je sais pas, la construction, la reconstruction de 16 collèges d'ici 2026. Et j'aimerais qu'on s'intéresse plus particulièrement à 3 d'entre eux, proches d'ici, Arthur Rimbaud à Aubergenville, Benjamin Franklin à Épône, et puis le projet de construction à Bonnières-sur-Seine. Alors, on abandonne, on remet à plus tard, on fait de plus petits, moins bien. Qu'est-ce qui va se passer? On remet à plus tard. On arrive en plus depuis 2 ans à des prix invraisemblables. On est passé, il y a une inflation colossale. En gros, on est passé de 30 millions d'euros à 40 millions d'euros pour un collège. Mais ça, c'était déjà les problèmes des marchés publics. C'est assez connu, j'ai envie de dire. Où, oui, mais là, ça s'est accéléré. On va chercher de l'argent dans les collectivités locales et on... Probablement. Bon, des entreprises privées les matraquent un peu. Probablement. Beaucoup même. Probablement, et profitant des rigidités du code du marché public qui nous empêchent de négocier... on voit bien que on achète moins bien que le secteur privé. Bon, mais ce qui est certain, c'est que on va pas payer 40 millions à un collège, on n'en a plus les moyens. Donc il faut qu'on ramène. C'était le prix jusqu'à présent. Il faut qu'on change nos méthodes. Il faut sans doute qu'on soit moins ambitieux architecturalement. Il faut sans doute, et on va s'engager là, qu'on prévoit, plutôt que de faire par exemple des salles de classe de 55 mètres carrés, des salles de classe de 50 mètres carrés. Ça va pas bouleverser la vie des enfants. On se rend pas compte, effectivement,
5 mètres carrés de moins dans une classe, ça veut dire que le dernier rang est contre le mur? Non. Regardez chez vous 50 mètres carrés, vous voyez que ça commence à faire pas mal de monde. Ça fait 2 mètres carrés par personne. Voilà. On n'est pas une trentaine à la maison. Non, ça va pas être, oui, mais on va pas être serré comme des sardines. Et d'ailleurs, les autres départements font moins bien que nous aussi. Dans la mesure où il y avait des sous. Les Yvelines étaient tellement bien gérées. Comme on dépensait très peu dans ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement. Bien gérées. Attention, quand vous dites ça, on a l'impression qu'aujourd'hui, elles le sont moins bien quand vous le dites comme ça. Non, elles ont été tellement bien gérées. Je parle du passé pour expliquer ce qui se passait. Qu'on avait une épargne formidable. Parce qu'on était... ma formule était d'être radin surtout pour être généreux sur l'essentiel. Donc, du coup, on mettait de l'argent... beaucoup plus que les autres, sur les collèges, sur les routes, etc. Ce temps est terminé, donc maintenant, j'ai donné comme consigne de revenir sur des standards qui sont similaires à ceux des autres départements. Je le regrette, l'exception yvelinoise, qualitative, elle en prend un coup, oui, c'est vrai. Mais la bonne gestion continue justement, parce qu'on pourrait faire différemment, cher monsieur. On pourrait faire de la dette. Ce que fait M. Macron, ce qu'a fait avant lui M. Hollande, et puis tous ceux qui ont précédé. Dans le département, on se refuse à ça. On veut à tout prix avoir nos comptes équilibrés. On ne veut pas faire payer par les successeurs, s'ils y arrivent, une mauvaise gestion. Donc je rassure à vos auditeurs, le département est toujours bien géré. C'est parce qu'il est bien géré qu'il est obligé d'en rabattre pour justement conserver l'équilibre de ses comptes et ne pas renvoyer tout ça sur les générations futures. Alors pour clore ce chapitre budgétaire... Vous voulez qu'on précise les collèges, pardon, parce que c'est vrai que vous m'avez interrogé sur 3 collèges. Sur les 3, oui, on n'en a pas parlé au final. Pardon, je voudrais pas donner l'impression que je m'échappe. Épône sera fait, et on va essayer de tenir les délais, mais on va reprendre sur un prix d'objectif, puisque 40 millions c'est pas possible, il faut qu'on ramène ça à 30 millions, donc on va voir avec la maîtrise d'œuvre, on se met au travail, on est déjà au travail, et c'est une de mes préoccupations quotidiennes, et j'ai presque envie de dire noctambule, parce que j'en rêve la nuit du collège d'Épône. Ensuite, après Épône, ce que je voudrais qu'on arrive à faire, c'est Bonnières. Je ne peux pas prendre l'engagement que dans cette mandature, on fera Aubergenville, mais Aubergenville reste inscrit à l'ordre du jour. On est bien conscient qu'il faut quand même faire des travaux à Aubergenville. Alors pour clore ce chapitre budgétaire, faire la transition vers des sujets plus locaux, j'espère que ça occupe pas non plus vos nuits ce sujet. En tout cas, ça intéresse beaucoup de monde ici, c'est le RER Éole, ce projet phare est tant attendu pour tout le Mantois. Alors où en est-on côté infrastructure, côté financier, et quand arrivera-t-il enfin à Mantes-la-Jolie? Côté financier justement, on rappelle que le département est l'un des financeurs du projet Éole. Et je dirais heureusement, parce que si on l'avait pas financé, je pense qu'il ne serait jamais arrivé jusqu'à Mantes. Et je voyais bien le moment où on allait nous expliquer qu'il valait mieux l'arrêter à la Défense. Donc il va être cette année de Jeux Olympiques, ce RER E, à la Défense. Donc la ligne de prolongement à partir de Saint-Lazare arrivera à la Défense dans les mois qui viennent, donc avant les JO. Et dans les 2 ans qui suivent, probablement fin 2026, le RER rentrera en gare de Mantes-la-Jolie. On ne m'annonce pas de nouveaux retards. À l'instant où je vous parle, les techniciens sont très affirmatifs sur le fait qu'ils tiendront cette date. Alors, il peut y avoir une autre pandémie qui nous avait retardé. Il peut y avoir, il y a toujours des facteurs exogènes qui peuvent contrarier ça. Mais à l'instant, le budget est circoncis. Il y a pas on risque pas de dérive, parce que ce qu'on a compris avec les économies qu'il va falloir faire, c'est que et l'inquiétude qu'il peut y avoir, c'est que s'il y a une rallonge encore à mettre, que le département ne puisse pas le faire maintenant. Alors, j'ai dicté comme doctrine, donc si ça peut rassurer là aussi vos auditeurs, partout où nous sommes cofinanceurs, nous maintiendrons nos parts, quitte à ne payer qu'en fin de chantier, pendant que les autres avancent, puisqu'on a un problème de trésorerie, parce que pour le coup, là, j'accepterais de faire de la dette. Si nous n'avons pas l'argent, pourquoi j'accepterais de faire de la dette? Parce que c'est une infrastructure tellement importante qu'il faut surtout pas la rater. Et elle est importante pour faire aussi du développement économique. Donc pour que, justement, on crée de la richesse. Donc il faut pas faire des économies sur la création de richesse. Il faut faire des économies sur les dépenses pas forcément nécessaires, justement, et qui peuvent être reportées. Alors tout à l'heure, je vous ai demandé de présenter un bilan départemental global, mais l'action du département, c'est aussi agir localement. Justement, pourriez-vous nous faire un petit bilan rapide des actions menées par le département sur le canton de Mantes-la-Jolie depuis 2021 ? Le département, il est à la fois sur le très grand et le très petit. Donc les aides aux associations, pour commencer par le très petit, sont nombreuses.
Et je suis incapable d'en dresser la liste, hein, mais on est présent dans le secteur sportif, dans le secteur culturel, dans le secteur éducatif. Et il n'y a pas une association qui, ayant présenté un projet pertinent, n'ait pas été aidée par le département. Et puis nous sommes présents sur les grands projets structurants. Je pense en particulier l'aide que nous apportons à Mantes-la-Ville, hein, où encore une fois je dis qu'il y a un maire qui a enfin redonné à cette ville et un projet global et une administration pour mettre en œuvre ce projet, parce que les gens qui vous font des grands projets, qui en rêvent, qui publient dans leur magazine sur papier glacé des grands projets, tous plus mirifiques les uns que les autres, mais qui n'ont pas l'administration ni les ressources financières, parce qu'il faut que l'administration aille les chercher, les ressources financières. Il faut aller chercher les subventions. C'est trop facile autrement. Ça se passe pas comme ça dans la vie. Donc il faut des gens concrets. Le maire de Mantes-la-Ville l'est. Il est en train de redresser cette ville après. On a frôlé la catastrophe. Nous aidons Magnanville. Magnanville, c'est pas la majorité départementale. Magnanville, hein, maire de gauche, se revendiquant comme tel, mais que nous accompagnons dans le financement de ces infrastructures, puisque il y a une politique très active d'aménagement de son territoire. C'est la même chose à Rosny, et je suis très heureux de constater maintenant que ça va être la même chose à Buchelet, puisqu'on a un maire extrêmement constructif dans ses relations avec le département. Alors j'aimerais à ce moment de l'interview vous poser quelques questions un petit peu plus personnelles. À mi-mandat, presque à mi-mandat, peut-être que vous me répondrez à cette question dans quelques mois. Pouvez-vous me dire si vous avez l'intention de vous représenter au cantonal au prochain coup? C'est des questions qu'il faut poser un peu en amont. Hein. Je ne pouvais pas ne pas vous la poser. Oh, puis il y en a tellement qui se la posent, j'en sais rien. Voilà. Je m'étais déjà Qu'est-ce qui pourrait vous décider ou ne pas vous décider? Je m'étais déjà posé. Ça va être la même chose que la dernière fois et la même chose que chaque fois que j'ai été candidat à une élection. De par ma formation personnelle, je n'ai pas fait toute ma vie en politique. J'ai créé une entreprise, j'en ai créé plus tard une deuxième. Bon, donc, j'ose espérer que j'aurai une troisième vie. Bon, mais même si je ne sais pas si je serai centenaire. En tout cas, je suis bien conscient que je ne serai pas éternel, je vous rassure. Ou je vous inquiète. Donc, à chaque fois, je me pose la question, est-ce que si tu es réélu, tu vas être utile? Voilà, c'est ma seule question. Je me suis représenté la dernière fois car j'avais de très grands doutes sur la faisabilité du RER E entre la Défense et Mantes-la-Jolie. Et comme c'est le combat de ma vie, j'allais pas déserter au moment où il fallait trancher le nœud gordien. Voilà. Donc j'ai quelques dossiers d'importance, pas simplement localement. Il y a de grands combats encore à mener pour le département des Yvelines. Si ces combats sont suffisamment avancés, je peux aller faire autre chose. Si j'estime que ces combats ne sont pas suffisamment avancés, comme j'espère que vous l'entendez, j'ai plutôt une bonne forme, je m'entretiens, je fais du sport, donc j'aime le combat. On vous sent en pleine forme. Je ne l'ai jamais caché, donc je ne vois pas pourquoi. Si les Yvelinois en sont d'accord, après c'est eux qui choisissent. Hein. Il m'est déjà arrivé de perdre des élections. Si les gens vous disent rentrez chez vous, on rentre chez nous. Il n'y a pas de drame. Vous aimez le combat, justement. On va rester dans les questions personnelles. Question qui gratte peut-être un petit peu, c'est la situation, les relations que vous pouvez avoir ici localement, ou plus de relations peut-être, je ne sais pas, entre monsieur le maire Raphaël Cognier et vous-même. On parle de parricide politique de sa part. Alors, clairement, quel est l'état de votre relation et surtout, quid du résultat de cette relation vis-à-vis des Mantais? Vous êtes sûr qu'il y a un maire à Mantes-la-Jolie? Vous êtes sûr? Parce que quand je vois l'état dans lequel est la ville, j'ai pas l'impression qu'il y ait de maire. Il y a peut-être un disque de jockey, j'ai entendu parler qu'il y avait des animations, des battles de lumière. Pour le reste, j'ai pas vu de projet, j'ai pas vu une ville propre, j'ai pas vu une ville sûre. Donc je pense qu'il n'y a pas de maire à Mantes-la-Jolie. Et qu'est-ce que vous en pensez justement pour le quotidien des Mantais? Parce que vous êtes vous-même Mantais, vous habitez toujours à Mantes, hein? Oui. Et quand je croise un Mantais qui me demande comment je vais, je lui réponds toujours mieux que la ville de Mantes. Et il me dit ah oui, ça c'est bien vrai. Voilà. Allez, on va passer complètement à un autre sujet, beaucoup plus léger, celui-ci, pour terminer cette interview, avec un événement planétaire qui va se dérouler en France et dans les Yvelines. Ça n'a échappé à personne, ce sont les Jeux Olympiques.
Alors, les Yvelines prendront une part importante dans la tenue de ces de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avec notamment les épreuves de vélo sur piste au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, le VTT à Elancourt, les routes des Yvelines avec le vélo sur route, le marathon. Ça sera où d'ailleurs exactement? On sait les épreuves de vélo sur route et le marathon auront lieu dans les Yvelines? Alors oui, puisque le département va aménager la voirie. Vous savez que pour les épreuves sur route, que ce soit le Tour de France ou le Paris-Nice, il faut qu'on enlève les plateaux qui ont été installés pour ralentir les voitures, etc., parce que ça peut être dangereux. Donc oui, on a le tracé, on a programmé tous ces travaux qu'on va faire le plus tard possible pour ne pas embêter et contrarier le quotidien des habitants des Yvelines. Mais tout ça est en route. Donc le département sera mobilisé, sera engagé. On a mis des dizaines de millions dans cette affaire, même si encore une fois c'est les Jeux de Paris, c'est pas les Jeux des Yvelines. Mais soyons honnêtes, c'est les Jeux Olympiques de la France. Plus que de Paris, et les Jeux Olympiques de la France, le patriote que je suis s'en voudrait que toute la France ne se mobilise pas pour les réussir. Quoi qu'on puisse penser de nos gouvernants, quoi qu'on puisse penser de la situation économique, les Jeux Olympiques, ça doit être une cause nationale sacrée. Alors une fierté, outre d'accueillir toutes ces épreuves, et encore je les ai pas toutes citées, qui se dérouleront donc dans les Yvelines, c'est aussi le passage de la flamme olympique, et notamment un arrêt à Mantes-la-Ville le 23 juillet prochain. Alors, on suppose qu'il y aura des animations parrainées et organisées également conjointement. Oui, il y aura avec même un grand concert avec Ibrahim Malouf ce soir-là. Donc on va en faire dans toutes les Yvelines un moment festif. Le grand concert, c'est dans le cadre du festival Éole. Vous savez que le département, on parlait des aides du département, on a créé ce festival pour accompagner l'économie des instruments de musique, qui est basée principalement à Mantes-la-Ville. Donc oui, ça va être un moment festif. Les Yvelines nous allons essayer de faire vibrer les Yvelines et les Yvelinois au diapason de ces jeux. Et en particulier le Mantois, et en particulier Mantes-la-Ville, parce que Mantes-la-Ville, c'est aujourd'hui la ville qui monte. C'est une ville, vous voyez bien, qui engage des travaux, qui a des projets structurants, qui est en train d'améliorer la vie quotidienne de ses habitants. On l'a bien entendu, en tout cas, ce matin. Bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Pierre Bédier, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Donc, je reviens vendredi prochain parce que on se rapproche du mi-mandat, c'est ça? En tout cas, dès que vous êtes décidé, toujours un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Allez, on retrouve maintenant jusqu'à 9h Pauline et Fredo pour la matinale. Excellente journée à l'écoute des programmes de BPM. Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.